13h08, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaire suivante, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police, justice. Hommage ce dimanche à 14h à Mathéo, après l'hommage hier à Marjorie. Marjorie n'avait que 17 ans, elle préparait son bac, elle rêvait de devenir ingénieure et elle a été tuée il y a 10 jours en bas de sa cité par un enfant de 14 ans seulement. Tout est parti d'une querelle sur les réseaux sociaux. Son meurtrier a été mis en examen pour meurtre, placé en détention provisoire pour 6 mois. Comment comprendre un tel acte? C'est la question qui est évidemment dans tous les esprits, hier lors de la marche, mais évidemment dans tous les esprits aujourd'hui de ceux qui défileront aussi pour rendre hommage à Mathéo. Le témoignage, le décryptage, l'avocat de ce jeune accusé aujourd'hui de meurtre est avec nous, un juge pour enfants également pour nous aider à comprendre. Le décryptage dans un instant avec Dominique, mais d'abord les faits avec Anne-Solène Tavernier. Elle est venue au pied de cet immeuble pour défendre sa petite sœur. C'est ici que Marjorie, 17 ans, est poignardée au thorax. Un coup mortel porté par un garçon de 14 ans seulement. On a pris la vie de ma fille et c'est un enfant qui l'a tuée. Ce n'était même pas un adulte. Tout ce que j'ai envie de dire, pourquoi? Pourquoi ils ont assassiné ma fille? Pourquoi cet enfant a assassiné ma fille? Tout simplement, d'après ce que j'ai compris, il avait des problèmes avec mon autre fille au collège. Ce sont des enfants de collège. À l'origine, une embrouille entre adolescents sur les réseaux sociaux. Marjorie n'apprécie pas qu'on y parle mal de sa cadette. Elle confronte le jeune garçon. Lui explique alors avoir reçu des coups. Il remonte chez lui et s'empare d'un couteau. Un geste difficile à comprendre. Sur la commune et chez les habitants, ça provoque un choc terrible parce que c'est d'une violence inouïe, parce que l'auteur des faits est un enfant de 14 ans. Alors Marjorie, elle aussi, était une enfant, 17 ans, c'est très jeune. À son lycée, les camarades de la jeune fille sont sidérés. C'est pas possible qu'on fasse des telles choses, quoi. Personne n'arrive à comprendre encore ce qui se passe. C'est une fille qui a poussé tout le monde dans cette classe. C'est une fille qui méritait pas son sort. L'auteur présumé des faits, âgé de 14 ans, a été mis en examen pour meurtre. Des événements qui sont évidemment difficiles à comprendre. Alors on va essayer de s'interroger, de vous apporter quelques éléments de réponse avec nos invités. Maître Adrien Gabot, bonjour, merci d'être là. Vous êtes l'avocat de ce jeune garçon de 14 ans mis en cause dans cette affaire. Vous allez évidemment nous parler de lui, de ce qu'il dit, de comment il réagit, de comment il s'explique. Et puis à vos côtés, Édouard Durand, bonjour, merci d'être là. Vous êtes juge pour enfants, vous avez travaillé à Marseille, à Bobigny, en fonction encore jusqu'à il y a peu, puisque vous co-présidez depuis janvier la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Vous allez nous accompagner toute une partie de l'émission pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé pour Marjorie et puis plus globalement à parler de ces délinquances des mineurs, de ces mineurs que vous avez dans votre bureau et nous expliquer comment ça se passe. D'abord, évidemment, maître, on a envie de comprendre, d'abord de savoir comment va ce garçon de 14 ans. Hier, on a vu cet hommage à Marjorie, on a vu la souffrance de toute une cité qui ne comprend pas ce qui s'est passé. Est-ce que lui, il comprend? Merci de votre invitation. Dire qu'il va mal ne peut pas être entendu compte tenu de la responsabilité de son acte et des souffrances légitimes et évidentes des proches de Marjorie. Néanmoins, dire qu'il va mal, c'est dire la vérité, parce qu'il est accablé par la responsabilité de son acte. Il s'en excuse, il s'en excusera, il demandera, il implorera le pardon de la famille et de la société. Ça ne sera pas de nature à faire revenir Marjorie, mais c'est sa position par rapport aux faits. Après, il y a d'autres explications. Pourquoi? Comment? Que s'est-il passé? Toutes ces questions qui sont légitimes, qui ont déjà été posées à mon client et qui seront bien évidemment à nouveau posées dans le cadre de l'instruction et dans le cadre du procès à venir. Alors, d'un point de vue, j'allais dire, très chronologique, on peut retracer les heures et le moment de l'acte fatal. Il y a plusieurs séquences. La première trouve son origine dans les réseaux sociaux avec des échanges peu amènes, néanmoins dépourvu de menaces et de harcèlement, que les choses soient claires. Concernant la petite sœur de Marjorie? Concernant des proches de la sœur de Marjorie et tout le monde étant sur le même groupe social. Et puis ensuite, il y a une bagarre qui a opposé mon client de 14 ans à 4 autres jeunes de 16-17 ans.
C'est pas mon client qui le dit, hein, il le dit, mais c'est confirmé par les enquêteurs et confirmé par les témoins. Donc là, il est en infériorité numérique, 4 contre 1, et puis il est plus jeune. Bon. Et puis ensuite, il rentre chez lui étant à proximité immédiate des faits. Il se saisit d'un couteau et de son sac de sport. Il redescend et il retrouve Marjorie et une autre personne, un jeune qui était là précédemment. Il y a une bagarre et il y a l'acte fatal qui entraînera le décès. Ça, c'est pour un récit matériel des faits. Mais il y a une autre question qui, de mes yeux, et au regard des réactions légitimes que nous avons pu entendre depuis les faits, comment se fait-il qu'un enfant dira la mère de la victime, un enfant dira le maire de 14 ans, puisse commettre un tel acte? Et là, plusieurs questions sont en suspens et plusieurs réponses seront apportées. Maître Gabot, les parents de Marjorie ont été magnifiques de dignité hier. Aucun mot concernant votre client. En tout cas, pas d'appel à la haine, à la rancœur. Vraiment des parents magnifiques. Moi, j'aimerais que vous nous disiez, il y a quelque chose qu'on ne sait pas dans ce dossier. On en a parlé juste à l'instant avant de démarrer. Il a fait quelque chose d'important. Ça, j'aimerais que vous nous en parliez. J'aimerais qu'ensuite vous nous disiez, on aimerait, Philippe et moi, que vous nous disiez qui était cet enfant. Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Tout le monde veut savoir, tout le monde veut comprendre et c'est bien légitime. Quelques instants après l'acte, après le coup de couteau qui a causé le décès de Marjorie, et à propos duquel la mère est d'une très grande dignité, je partage beaucoup de points évoqués par la mère. Mon client de 14 ans est parti, a jeté l'arme, a jeté le couteau. Il avait son téléphone portable avec lui. Il a passé 3 coups de fil. Un à sa mère, un à son père pour lui dire « je t'aime » et un troisième, savez-vous qui mon client a appelé? Il a appelé les policiers. Il a appelé les policiers. Ça a duré 20 secondes, 1, 2, 3, jusqu'à 20 secondes. Personne n'a répondu. Et il a ensuite raccroché. Et ça, je peux l'affirmer. La trace de cet appel existe. Parce que la trace de cet appel existe, pour une raison simple et très classique, et que vous devez évidemment savoir, compte tenu de votre expérience, l'exploitation du téléphone portable de mon client a été réalisée par les enquêteurs, ce qui est un acte tout à fait classique, un acte d'enquête classique. Et l'on voit, quelques minutes après l'acte, qu'il a téléphoné aux policiers. Est-ce que cela signifie, maître, qu'il a eu conscience immédiatement de ce qu'il avait fait? Ça signifie beaucoup de choses au regard de sa personnalité. Je crois rencontrer assez peu de meurtriers qui, quelques instants après le passage à l'acte, appellent la police. Lui l'a fait. Ce n'est évidemment pas de nature à l'excuser. Et d'ailleurs, il n'est pas question de soulever une excuse ou une absence de responsabilité. Je dis simplement qu'il est intéressant de voir, au regard des faits et de sa personnalité, qui intéresse beaucoup, de savoir que quelques minutes après les faits, il appelle la police. Mais il prend conscience et il ne cherche pas à aider Marjorie. Il part. Alors, sur la scène de crime, il part. Il part, est-ce pour prendre la fuite? Est-ce parce qu'il est tétanisé par l'émotion? Est-ce parce qu'il a peur? Est-ce qu'il est dans un état d'esprit que l'on ne peut pas tout à fait définir? Toujours est-il que Marjorie est prise en charge par des personnes qui sont là, et notamment un ancien ambulancier. Et puis, mon client a son téléphone portable, il appelle la police. Édouard Durand, vous êtes juge pour enfants, je le rappelle. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir dans votre bureau quelqu'un qui arrive, qui a commis un tel acte? Oui, bien sûr. À Marseille, à Bobigny notamment, dans tous les tribunaux où j'ai été juge des enfants depuis 17 ans maintenant, j'ai été confronté à la mort venant de passage à l'acte d'enfant. Et vous me permettrez, étant magistrat, de ne pas me prononcer sur une affaire que je ne connais pas et dont un juge d'instruction est saisi et dont vous-même, maître, vous êtes en capacité de parler sans que je puisse le faire moi-même. Bien sûr. L'idée est de comprendre, évidemment, et de
ne pas vous faire commenter cette affaire précisément. Un élément qui m'intéresse, c'est comment vous faites quand vous êtes face à un enfant suspecté, accusé du meurtre. Il a 14 ans. Comment vous faites ? Vous savez, je pense à ce que dit le pédopsychiatre Maurice Berger, spécialiste de la clinique des enfants les plus violents, et qui dit « valeur de l'acte, valeur de la sanction ». La conscience humaine a besoin de repères extrêmement clairs qui sont fixés par la loi. Valeur de l'acte, valeur de la sanction. La loi, la procédure, le débat judiciaire et ce qui est en cours dans cette affaire terrible, parvenir à déterminer ce qui s'est passé pour qu'une jeune fille qui devrait être à l'heure où nous parlons en train de déjeuner avec sa famille, déterminer ce qui s'est passé, il faut avoir présent à l'esprit que des enfants sont aussi en capacité de donner la mort. On va vous garder avec nous. Je voudrais qu'on revienne rapidement sur le profil de ce garçon. On n'en sait rien. On sait juste qu'il a 14 ans. Son père habite dans cette cité. Sa mère habite à Massy-Palaiseau. Qu'il est allé se réfugier après le meurtre. Il est allé chez sa mère à Massy-Palaiseau. C'est là que la police l'a arrêté. Qui est-il ? C'est un enfant de 14 ans, donc qui est collégien, qui est en 3e, qui, sur le plan judiciaire, parce qu'on en a beaucoup parlé, je persiste et je signe, il a un casier judiciaire vierge, donc il n'a aucune condamnation, il n'a aucun antécédent judiciaire. Il a été entendu, je dis bien entendu, point final, dans le cadre d'une affaire où il n'avait strictement rien à voir. Une affaire de quoi ? J'en veux pour preuve d'ailleurs qu'il a été remis immédiatement en liberté, et je serais bien en difficulté de vous dire pour une affaire de quoi, parce que, en ce qui le concerne, il n'y a pas d'affaire. Turbulent, c'est un caïd, comment il se comporte à l'école ? Est-ce que vous avez déjà ça, quelques éléments ? Ce n'est pas un caïd, c'est un jeune de 14 ans qui joue au football à un bon niveau parce qu'il était déjà en pourparlers pour intégrer un centre de formation professionnelle dans un club de football professionnel. Il a des difficultés scolaires, il a été renvoyé, il a été exclu d'un établissement scolaire, ce qui ne fait pas pour autant de lui, ce qui ne signifie pas, ou ce qui ne donne pas le signe d'un état d'esprit criminel. Ça arrive, hélas, à d'autres jeunes de se faire exclure de lycée sans pour autant qu'on puisse établir des ponts de manière criminelle. Il a des frères, il a des sœurs ? Et puis, il a un petit frère d'une dizaine d'années. Ses parents sont séparés. Il vit chez son père. Son autre petit frère vit chez sa maman. Ce sont des parents modestes qui essayent tant bien que mal de joindre les deux bouts, à savoir payer le loyer, à savoir travailler, à savoir éduquer leurs enfants. Et de ce point de vue, si je suis d'accord avec la mère de la victime sur le fait que les parents ne doivent pas laisser sortir leurs enfants, admettez néanmoins qu'un enfant de 14 ans jouant au foot avec ses copains de quartier à 16h30 ne me semble pas... Je pense, maître, qu'elle ne voulait pas dire ça à la mère de Marjorie. Non, mais bien évidemment. Gentil, Quand elle dit laissez pas, c'est un terme générique, ne laissez pas vos enfants traîner dans la rue, c'était plutôt ça. Mais bon, qu'un enfant de 14 ans soit à 16h30 en bas d'une cité, ça n'a rien d'anormal. Ça n'a rien d'anormal, nous sommes d'accord. Maître, un point très précis. Que dit-il aujourd'hui ? Il reconnaît, il explique son geste ? Un certain nombre de questions lui sont posées, ce qui est tout à fait légitime. Ces questions lui sont posées par les policiers, par les juges, par moi-même. Il répond aux questions, à toutes les questions. Qu'est-ce qu'il dit ? Il fournit des précisions avant les faits, pendant les faits, après les faits, avec qui, comment, que s'est-il passé. Sa motivation. Donc, sur le récit précis et circonstancié, sur le récit, j'allais dire, matériel, il donne toutes les précisions. Il indiquera où il a jeté le couteau, par exemple. Il indiquera combien de personnes... Alors, sur sa motivation, il faut bien comprendre qu'il y a 4 personnes qui sont venues chercher une explication. Quand je dis explication, j'atténue le propos, vous m'aurez compris. Il y a 4 personnes... Non mais sur ce qu'il dit, s'il vous plaît, maître, sur ce qu'il dit, comment il s'explique ? J'y viens. Mais c'est fondamental. Parce que pourquoi va-t-il chercher le couteau ? C'est ça la question.
Est-ce qu'il va chercher le couteau parce que déjà intellectuellement, il veut attenter à la vie d'autrui? Ou est-ce qu'il va chercher le couteau parce qu'il sait que potentiellement les 4 personnes sont en bas, qui sont plus âgés, plus nombreux, et qu'il a essuyé des coups? Mon client indique aux forces de l'ordre et aux magistrats qu'il est remonté chez lui prendre son sac de sport parce qu'il avait foot à 18h et un couteau parce que si jamais il se retrouvait nez à nez avec les 4 personnes qui se sont pris à lui, il pouvait se défendre ou les intimider. Donc il dit qu'il a pris ce couteau pour se défendre en cas de nouvelle agression. C'est ce qu'il dit. C'est exactement ce qu'il dit. Après, les choses ont mal tourné et c'est peu dire. Et on peut donner d'autres explications ou avoir une autre lecture. Mais sur le fait de retourner chez lui et de se saisir de ce couteau, c'est exactement l'explication qu'il tient. Édouard Durand, un enfant s'explique au bout d'un moment ou pas? Oui, je dois dire que parmi ce qui me préoccupe dans la délinquance des mineurs, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce, c'est que au fil de ma carrière, j'ai vu quelque chose changer, qui est que les jeunes délinquants sont de moins en moins en capacité de reconnaître la réalité et la gravité de leurs actes violents. J'ai commencé ma carrière face à des jeunes délinquants qui reconnaissaient les faits. Et je suis aujourd'hui de plus en plus confronté à des jeunes qui, par tout moyen, cherchent à se disculper des actes qu'ils commettent. Je ne peux pas le dire autrement. Et vous restez avec nous parce qu'on a évidemment beaucoup de questions à vous poser sur votre travail de juge pour enfants, sur votre regard sur ces délinquances des mineurs. Maître, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau d'Affaires suivantes. On va évidemment continuer à suivre cette histoire et puis on pense aussi évidemment aux proches de Mathéo, une marche blanche organisée cet après-midi à Champigny-sur-Marne pour rendre hommage à cet adolescent de 17 ans tué par un enfant de 16 ans. Ce sera à 14h, on le suivra sur BFM TV. On se retrouve dans un instant. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à 13h30 sur BFM TV, la suite d'Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police, justice. Et on vous emmène ce dimanche dans les coulisses d'un bureau particulier, celui du juge pour enfants. Édouard Durand, merci d'être toujours avec nous. Je rappelle que vous avez été juge pour enfants à Marseille, puis à Bobigny, que vous coprésidez désormais cette commission indépendante sur l'inceste et sur les violences sexuelles contre les enfants. Vous allez nous accompagner, vous allez nous parler de votre travail. Comment ça se passe dans votre bureau? Vous allez analyser avec nous aussi ces reproches qui ont été beaucoup faits à la justice cette semaine, notamment par les policiers qui parlent de ces mineurs délinquants, parfois multirécidivistes, et qu'on retrouve dans la rue et que visiblement on n'arrive pas à arrêter. On parle de tout cela avec vous dans un instant, mais d'abord justement ces critiques adressées par les policiers rassemblés mercredi devant l'Assemblée nationale, compilées par Anne-Solène Tavernier. C'est un appel lancé par les policiers. Charles Pasqua disait qu'il fallait terroriser les terroristes. Il est temps surtout de frapper les petites frappes. Il faut bien sûr les frapper pénalement, mais lourdement et fermement. Des petites frappes, l'expression se veut volontairement percutante, mais quelle réalité reflète-t-elle vraiment? On a affaire à des gamins, je dirais 12, 13, 14, 15 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien. Pour ce responsable associatif, la disparition de la police de proximité a entraîné un manque de dialogue et une certaine défiance dans les quartiers. On a loupé 20 ans maintenant, depuis que la police de proximité a été dissoute. Les policiers du terrain côtoyaient au quotidien les différents habitants. Donc ils savaient distinguer le citoyen lambda qui était là, qui travaillait ou qui faisait ses études, le petit jeune, avec le trafiquant ou le petit jeune qui était instable et qui lui faisait occasionnellement des bêtises. Ces derniers mois, les faits divers impliquant les mineurs se sont multipliés. Une jeunesse qui s'enflamme pour des motifs futiles et qui répond avec une violence disproportionnée. Le 22 février, une collégienne meurt d'un coup de couteau dans le ventre en s'interposant lors d'une rixe à Saint-Chéron. L'auteur des faits a 16 ans. Toujours en Essonne, le lendemain, un autre adolescent est mort lui aussi poignardé dans un affrontement entre bandes rivales. Un jeune homme de 15 ans reconnaîtra avoir porté le coup mortel. Tous ces faits, évidemment, nous posent beaucoup de questions. La phrase des policiers, il faut frapper les petites frappes, nous interroge aussi. Vous allez nous répondre. Peut-être d'abord, comment ça se passe? Une question très générale avant de rentrer dans tous ces éléments. Comment ça se passe dans le bureau
d'un juge pour enfants? Tout d'abord, les juges des enfants travaillent dans des liens étroits avec les policiers, comme les magistrats du parquet. Il y a une chaîne de responsabilité sociale assumée indissociablement par la police, les gendarmes et la police nationale, et par l'autorité judiciaire, les magistrats du parquet et les juges des enfants. Et une fois qu'un jeune délinquant entre dans le bureau du juge des enfants, il faut que le juge, sur son siège, signifie la loi par le respect de la procédure. C'est la garantie des droits. Et c'est aussi un interrogatoire en 2 étapes. La première, un interrogatoire sur ses faits pour mettre le jeune face à ses responsabilités pénales. Et puis, un interrogatoire sur sa personnalité pour connaître l'enfant jugé et les réponses pénales qui doivent être apportées. Et ces réponses pénales, ceci me semble très important, sont complexes. Pourquoi? Parce qu'elles interviennent dans un système de contraintes et qu'elles doivent répondre à plusieurs objectifs sociaux. Le premier objectif social que peut-être nous avons eu tendance à tenir un peu à distance, c'est la nécessité pour les victimes que justice soit rendue et que chacun puisse vivre en sécurité. Le second objectif social, c'est s'agissant d'enfants, le général de Gaulle, le prophète de l'ordonnance de 1945, disait « N'oubliez jamais qu'un enfant est toujours éducable ». Le second objectif social est donc, dans la justice pénale des mineurs, d'arriver à mettre en œuvre des mesures pénales, voire éducatives, qui vont corriger la trajectoire d'un jeune pour qu'il puisse se construire comme citoyen. Et puis, le troisième objectif social, c'est redire le primat de la loi sur la violence. Mais monsieur le juge, quand vous vous adressez, quand on a des enfants, je ne sais pas si vous en avez, et qu'on voit arriver dans son cabinet d'instruction un gamin de 14 ans, est-ce qu'on lui parle comme on parle à un autre prévenu, à quelqu'un, un adulte qui rentre dans le cabinet? On va raconter rapidement cette anecdote du jeune qui a poignardé Marjorie, qui arrive dans le cabinet de la juge. Les policiers lui ont mis les menottes, mais sa main glisse dans les menottes et la juge avait quasiment les larmes aux yeux. Il a tué Marjorie. Il est présumé tueur de Marjorie. Mais vous avez un gamin de 14 ans, comment vous lui parlez? Comme un enfant. Comme un enfant qui commet des délits qui peuvent modifier ou supprimer la vie d'un autre. Comme un enfant qui a besoin de se confronter à la loi. Il comprend ce que vous lui dites? Oui, et je crois que ce que vient de dire l'avocat de ce jeune le confirme. Il peut y avoir des enfants qui, avant même d'entrer dans le bureau des juges, savent qu'ils ont commis l'irréparable. Parfois non, et il faut donc des mesures éducatives qui vont contenir le passage à l'acte. L'enjeu est de parvenir à intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Et de Mais là, calibrer... il est déjà trop tard. Et là, il est déjà trop tard. C'est le sens de votre question. C'est le sens du questionnement de chaque citoyen face à des événements comme celui-ci. Avions-nous la possibilité d'agir avant? En ce sens, d'ailleurs, ce qu'a dit la mère, ce qu'ont dit les sœurs de Marjorie, nous donne le devoir d'être à la hauteur de la profondeur de leurs propos. Mais là, ça n'est pas une petite frappe, puisque c'est notre sujet, Philippe et moi. Là, ça n'est pas une petite frappe qui a poignardé Marjorie, enfin bon, a priori, mais... Allez, retournons sur du général. Ça n'est pas toujours une petite frappe qui va commettre un acte pareil. Oui, il y a 2 choses très importantes et indissociables. La personne, le contexte. L'acte. L'acte, le contexte. La violence, c'est un choix. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle une juridiction pénale peut sanctionner un délinquant ou un criminel. C'est parce que la violence, c'est un choix. Et si c'est un choix, c'est qu'il est possible d'agir autrement. Après, le contexte. Quelle histoire de ce jeune délinquant pour tous ceux que j'ai vus passer dans mon bureau de juge. Quel contexte de vie. La mère de Marjorie invitait les parents à être plus présents. En même temps qu'elle invitait les parents à être plus présents,
je me disais qu'elle parlait aussi au juge que je suis, qu'elle interpellait la réponse collective que nous devons apporter pour que ceci ne se produise pas. Et dans votre petit film que vous venez de passer, vous interrogez une personne qui a évoqué la police de proximité, un responsable associatif. Et je crois qu'il est très important aussi de nous interroger sur ce que nous avons fait à l'égard de la prévention spécialisée. C'est-à-dire arriver dans tout le lieu de vie des jeunes à montrer une présence adulte qui a un rapport à la loi. Pour reprendre la question de petites frappes que reprenait Dominique, c'est donc mercredi sur ces tribunes les policiers qui disent il faut frapper les petites frappes, frapper pénalement, explique-t-il derrière. Il y a aujourd'hui le sentiment qu'il y a une génération, et c'est ce qu'expliquent certains policiers quand ils disent petites frappes, c'est des mineurs délinquants, pas des grands bandits, mais des petits mineurs qui progressivement deviennent des petits délinquants et qui peuvent aller jusqu'à, on pense à Éric Masson, tirer pour un trafic de drogue sur un policier ou le poignarder. Il y a une génération comme ça avec laquelle on a raté quelque chose. Je voudrais dire deux choses, si vous me le permettez. D'abord, la première, n'attendez pas de moi que je rentre dans cette discussion politique extrêmement importante, d'ailleurs, mais je ne le ferai pas en tant que juge, entre les responsabilités de la police et celles de l'autorité judiciaire. La seconde est que ces propos de ce policier ont été tenus dans un contexte qui est celui que nous vivons aujourd'hui, où quasiment tous les jours, nous apprenons qu'un policier a été victime de violences extrêmes, voire tué, alors qu'il faisait son devoir. Nous avons donc une responsabilité collective pour que les policiers gardiens de la paix puissent garder la paix tout en restant en vie. Mais y a-t-il une génération de jeunes de plus en plus violents? Oui, j'y viens. Je mentirais si je vous disais que depuis ces 17 ans que je suis juge des enfants, mon inquiétude face à la violence des jeunes n'a cessé de s'accroître. Et que je suis très inquiet de voir la possibilité massive de l'ultra-violence des enfants. Et je dirais même que ce qui me heurte le plus est que parfois, je me dis que ces enfants violents, pas tous les enfants naturellement, mais ceux-ci, qui posent une question à la société tout entière, me semble-t-il, parfois, non pas la représentation de l'humain dans l'autre. Une absence totale d'empathie et de conscience que l'autre qu'ils agressent est un humain comme eux. Au point qu'ils peuvent exercer des violences jusqu'à supprimer la vie. Vous disiez, et ce sera peut-être le mot de la fin, peut-être pour se projeter, vous disiez l'un de nos rôles sociaux, c'est de corriger. Est-ce qu'on peut corriger ces enfants? Est-ce qu'on peut les remettre dans le droit chemin? C'est une question que tout le monde se pose aujourd'hui, avec une petite tendance à se dire on ne peut plus rien faire et à baisser les bras. Oui, avec les deux éléments indissociables que j'essaie de tenir ensemble sans jamais les séparer. Le premier, c'est l'acte et la personne qui le commet. Le second, c'est le contexte, la société que nous sommes et que nous voulons être idéalement. Et le premier, s'agissant de la personne et de l'acte violent, il y a une tension toujours entre deux impératifs. Le premier, c'est l'éducation. Nous voulons éduquer nos enfants, y compris lorsqu'ils sont des enfants délinquants, pour vous représenter ce que je crois être mon métier, c'est-à-dire agir par le langage, et ensuite agir par des compétences éducatives. Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse doivent d'ailleurs bénéficier de l'estime de tous, parce qu'ils font un travail admirable, mais il faut aussi reconnaître que parfois cette parole et cet acte éducatif est insuffisant, que l'enfant violent est déjà trop loin et que dans certains cas, nous devons assumer une réponse pénale qui contienne. Et vous savez, moi, je l'ai compris lorsque, l'une des premières fois de ma vie de juge, j'ai mis un enfant en prison. Un enfant très violent, un enfant incapable de faire une phrase, d'exprimer une pensée ou des émotions. Littéralement, sous l'emprise du passage à l'acte et de la pulsion. Et ce n'est qu'une fois qu'il a été incarcéré, privé de liberté pour son corps, contenu entre les quatre murs de sa cellule, que sa pensée a été libre
et qu'il a été capable de parler, qu'il est passé de la violence au langage parce que le corps était contenu. Il faut donc aussi que nous assumions cette nécessité de la réponse pénale qui contient et qui peut corriger une trajectoire délinquante. Il faut assumer le fait que la loi doit toujours avoir le dernier mot. Merci beaucoup, Édouard, d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes. C'était passionnant de vous entendre dans ce contexte, précieux de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite, les invités de la semaine. Dans les quartiers nord de Marseille, on le surnomme le dentiste boucher. Lionel Gage est aujourd'hui visé par près de 450 plaintes. 450 plaintes et derrière, autant de personnes qui sont passées sur son fauteuil. Pendant près de 7 ans, il aurait exploité ses patients, leur inventant des pathologies pour les soigner ensuite au rabais, jusqu'à 70 consultations par jour, des honoraires très élevés. Il s'est construit un patrimoine, près de 13 millions d'euros sur le dos des victimes qui attendent toujours qu'on leur rende justice. Elles ont saisi cette semaine la Cour européenne de justice. Témoignage, récit dans un instant, juste après le rappel de cette histoire avec Anne-Solène Tavernier. Dans les quartiers nord de Marseille, une plaque de chirurgien dentiste comme les autres. C'est ici que pratiquait le docteur Lionel Gage. Sous sa roulette, des caries, mais aussi de nombreuses pathologies imaginaires. Ça commençait bien, mais à la fin, il m'a proposé de faire les choses stupides. Ce n'était pas nécessaire. Des opérations inutiles, comme pour Jean-Noël Fauré. Lui est venu consulter pour des douleurs à la mâchoire. Après quelques consultations, le dentiste décide de dévitaliser 28 dents saines pour lui poser une prothèse dentaire. Moi, j'ai pas demandé de me refaire la mâchoire entièrement. Moi, c'était juste quelques dents qui me manquaient. C'était pour avoir une meilleure mastication. Le plan esthétique, parfois, devant, j'avais de jolies dents. Je ne comprends pas pourquoi il est allé me raboter mes dents que j'avais très jolies devant. Très populaire, le Dr Gage sait convaincre sa clientèle, des gens modestes, pour la moitié des bénéficiaires de la couverture maladie universelle. En 2010, il est pourtant le dentiste le mieux payé de France avec près de 3 millions d'euros d'honoraires. Un revenu qui va de pair avec un certain goût de luxe, selon les enquêteurs. Très gros patrimoine. Immobilier, on parle de plus de 10 millions de biens immobiliers. Des véhicules de luxe, Porsche, Aston Martin, voilier. Il faut dire que le dentiste travaille à un rythme effréné. Il peut recevoir jusqu'à 70 patients par jour. Une suractivité qui attire l'attention de l'assurance maladie. Une escroquerie doublée d'un scandale sanitaire. Il me fait payer un appareil 3 000 € qui ne tient pas du tout et qui me gêne énormément. Je ne peux pas manger avec mon appareil. Comme pour cette ancienne patiente, les implants ne tiennent pas, les bridges tombent et les infections se multiplient. Le praticien, désormais radié de l'ordre des chirurgiens dentistes, est accusé de violences volontaires ayant entraîné des mutilations. Histoire évidemment qui nous interpelle tous, qui nous laisse sous le choc. Samir Chaldi, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes une des victimes de ce dentiste. Vous allez nous raconter ce qui vous est arrivé. Lionel Febraro, maître Febraro, est également avec nous. Merci d'être là. Vous êtes l'avocat de plusieurs parties civiles dans cette affaire. D'abord, Samir Chaldi, racontez-nous peut-être tout simplement ce qui vous est arrivé à vous. Tout simplement, c'est l'histoire d'une petite carie comme ça peut arriver à tout le monde. Donc on est allé voir ce dentiste à Marseille, à Saint-Antoine en 2006 et ensuite en 2008. Et pour une petite carie, il était très convaincant, il avait pignon sur rue, il y avait beaucoup de monde dans son cabinet. Donc un cabinet très high-tech avec son papa, donc on a été super bien accueillis et tout. Et bon voilà, quoi, un dentiste qui vous dit tu as toutes les dents qui sont foutues, radio à l'appui, tout ça. Donc, vous passez d'une carie, il vous fait des radios, il vous dit faut enlever toutes les dents. Ouais, toutes les dents sont abîmées. Donc, il va falloir refaire toutes les dents. Et vous acceptez ça, ça vous interpelle pas? Sur le coup, je me dis, si les radios disent que mes dents sont abîmées, le gars, il est dentiste quand même. Je veux dire, il ne travaille pas à la boulangerie du coin. Donc, on lui fait confiance. Et c'est vrai que maintenant, 10 ans après, voilà, quoi, on prend 2-3 avis, quand on va chez les médecins, ça nous a un peu servi de leçon. Mais dans cette histoire... j'ai l'impression que
limite, c'est de notre faute d'avoir été, d'avoir fait la démarche. C'est toute l'histoire d'ailleurs de l'emprise, c'est-à-dire que il avait du bagou, tout était luxueux et il est impressionnant finalement cet homme. Oui, il vous mettait à l'aise et bon après, comme je vous ai dit, si vous allez chez un dentiste, il vous dit quoi, t'es abîmé, je vais te faire un sourire de star. Bon, sur le coup, tu t'es dit ok. Et après, c'est vrai qu'en 25 minutes, c'était pesé, emballé. Toutes les dents taillées, et dans des conditions d'hygiène qu'on a su après. Eh bien, vous êtes persuadé, en tout cas, il y a des éléments que vos dents n'avaient rien. Vous aviez juste une carie à une seule dent. J'avais juste une carie et après, de toute façon, dans le dossier, par rapport aux experts et tout ça, tout a été prouvé que c'était juste pour faire de l'argent sur la chair Parce qu'à chaque fois qu'il vous opère, évidemment, c'est un acte médical, c'est un remboursement, c'est la sécurité sociale. Donc lui, il est sûr de faire rentrer de l'argent. À l'époque, il a fait rentrer... en l'espace de 5 ans, il a fait rentrer énormément d'argent. Combien ? Je pense que là, ils ont saisi 100 appartements équivalents à 13 millions d'euros. Pas mal de voitures de sport. Il y a une escroquerie de 6 millions d'euros à la Sécu. C'est des sommes extraordinaires, quoi. Et le problème dans cette histoire, c'est que ça fait 10 ans que l'instruction dure. On a vu des experts, ça a été chiffré. Et le problème, c'est qu'on a l'impression que il n'y a pas de justice pour ce monsieur, quoi. Justement, Maître Frébraron, on va se tourner vers vous parce que vous allez donc et vous avez déposé cette plainte devant la Cour de justice européenne. Pourquoi en est-on là ? Je l'ai fait parce que c'était la dernière chose que je puisse faire, c'est-à-dire que depuis effectivement des années, bientôt 10 ans, effectivement cette affaire est pendante, elle est instruite, elle est désormais renvoyée, c'est-à-dire que nous sommes dans l'attente maintenant depuis plusieurs mois du procès en première instance du Dr Gage, que nous avons bien évidemment fait des requêtes en indemnisation, moi et mes confrères. À Marseille, nous sommes très nombreux à intervenir dans ce dossier, devant un organisme qui s'appelle la Commission d'indemnisation des victimes, puisqu'en France, il existe un fonds de garantie qui est censé au moins provisionner les victimes dans le cas d'une infraction avant que la personne ne soit déclarée coupable, puisque le Dr Gage est présumé innocent, et il le restera jusqu'à l'épuisement de ses recours qu'on peut parier nombreux. Et tous ces recours, toutes ces constitutions de partie civile, toutes ces requêtes ont été mises en attente. J'ai eu le sentiment d'ailleurs, effectivement, que le fonds de garantie notamment n'avait pas l'intention de régler, puisqu'il met même en cause le caractère volontaire et intentionnel des mutilations que mes clients notamment ont subies. Et donc, moi, je suis face à des gens qui réclament justice, qui sont surtout dans une urgence. C'est-à-dire que beaucoup de ces gens, et c'est le cas de M. Chadli, je crois le savoir, ont dû débourser des sommes folles pour pouvoir réparer les dégâts, les contenir, pouvoir manger, pouvoir se présenter en public. Alors c'est vrai que là, avec les masques, Maître, justement, puisque vous évoquez d'actualité, mais... Maître, puisque vous évoquez le coût, et je parle sous votre contrôle, je crois que c'est 55 000 € que vous avez déboursé. Maître, quel est le train de vie aujourd'hui de ce dentiste ? Alors, en toute apparence, il aurait un train de vie assez modeste. Il est salarié, je crois, dans un bar tabac, me semble-t-il. Je ne voudrais pas me tromper. Et il affiche un train de vie assez modeste. On sait en procédure qu'il a dissimulé une partie de ses revenus et de son patrimoine. Une autre partie a été saisie et appréhendée. Mais tout cela restera bien évidemment sous main de justice dans l'attente d'une décision qui sera définitive. Merci beaucoup. On va continuer évidemment à suivre cette affaire. Qu'est-ce que vous attendez, vous, aujourd'hui, 10 ans après, et le calvaire que vous avez vécu ? Aujourd'hui, j'en appelle directement au garde des Sceaux parce que j'ai l'impression qu'au niveau local et au niveau départemental à Marseille, ça n'avance pas. Ce monsieur, j'ai l'impression que, je sais pas, il est protégé quelque part, ou c'est bon, il a 3 avocats, ok, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, ça fait 10 ans qu'on attend. Pendant 7 ans, on a pris des antibiotiques, on avait la tête enflée de chaque côté. Aujourd'hui, on doit se débrouiller nous-mêmes pour faire l'avance des frais, parce qu'on a refait, bien sûr, les dents, les couronnes. Et vous savez que les dents, c'est le sourire, c'est la vie, c'est manger. Il a fallu se reconstruire au niveau professionnel. Moi, je suis chauffeur de car à la RDT 13 à Marseille, à Aix. Et voilà, je les remercie, je rends hommage à cette société, parce que il a fallu adapter les plannings, parce que j'ai passé des semaines et des semaines chez un nouveau dentiste, M. Vincent Roubaud, qui a fait un travail exceptionnel.
Et je ne suis pas le seul, on est 400 personnes. Et la Sécu, dans tout ça, il ne rembourse pas. Il rembourse pour les gens qui ont des CMU. La CIVI, Et la CIVI, justement, je voudrais lancer un appel. Commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Très vite, parce que je passe le 7 juin mon dossier à la CIVI pour avoir une provision ou être indemnisé. Et justement, ils ne veulent pas m'indemniser pour pas que ça fasse jurisprudence pour les 400 personnes derrière. Va arriver à un moment donné, c'est une affaire sanitaire sans précédent. Et il faudrait que je demande vraiment au ministre de voir cette histoire de près. Et on a bien entendu le calvaire que vous avez vécu. On va continuer évidemment à suivre cette affaire et attendre que vous ayez justice. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci Dominique. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Affaires suivantes. Bon dimanche sur BFM TV.